Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Alors ce soir, le mot qui va guider notre émission sera le mot connecté, puisqu'on va vous présenter une rampe de skate connectée à de la musique où l'on peut tout à la fois glisser et mixer. Oui, c'est possible, vous allez comprendre. Et puis on va vous apprendre ce qu'est la ville connectée, ce que sera la ville connectée de demain avec le mot de code Smart City. Ce sera avec l'école de design Nantes Atlantique et les badauds associés. Et puis on va rester connecté aux sorties en famille grâce au qui dit reportage au château de Châteaubriand. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite. Si je vous dis Vincile, eh bien certains d'entre vous diront oui bien sûr et d'autres diront c'est qui celui-là? Alors petit rappel, en préambule, Vincile est un artiste nantais, touche à tout. Il s'est surtout illustré dans la musique, flirtant entre hip-hop et musique électronique. Hocus Pocus, c'est lui. C2C, c'est aussi lui, notamment parmi les 4 membres de C2C. C'est celui avec le chapeau là en bas à gauche. Grâce à leur album Tetra, C2C avait remporté 4 victoires de la musique en 2013. Ils étaient double disque de platine. C'est dire que c'est une gloire locale, ce que ce Vincile. Il est également graphiste, créateur du label En Nantes, qui produit notamment l'artiste Le Dinf. Et certains le surnomment même Léonard de Vincile, tant il est talentueux et éclectique. N'en jetez plus, voilà le portrait de Vincile qui ajoute maintenant une nouvelle corde à son arc, puisqu'il vient de créer une rampe sonore baptisée U, d'après la forme de la dite rampe, où l'on peut glisser sur des roulettes de skate ou de roller, tout en fabriquant de la musique, en mixant de la musique. Et tout ça, ça se passe dans le cadre d'une carte blanche proposée par la région Pays de la Loire. Et cette fameuse rampe sonore, cette œuvre, va pouvoir se balader dans les 5 départements dans notre région. Le Super U de Vincile, c'est un reportage de Nick Ressman. L'idée, en fait, c'était de relier 2 univers qui me sont chers, c'est-à-dire le skateboard et les musiques électroniques. J'ai réfléchi pas mal de temps pour savoir de quelle manière je pouvais lier ces deux choses-là. Et en observant les skateurs, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui se déroulait sur une rampe de skate, le mouvement répétitif, le côté cinétique, et c'est quelque chose qui m'a intéressé et que j'ai rapproché aussi de ce qui se passait dans les musiques électroniques avec les boucles, le côté répétitif, les BPM réguliers, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on a cherché à mettre en relation et au travers de ça, réussir à faire en sorte que le skateur devienne musicien et que la rampe devienne un instrument de musique. Donc c'est vraiment le projet. Pour la réalisation, on a monté une équipe de fous, c'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui sont très expérimentés dans la fabrication des rampes, parce que ça reste une rampe de bois, tout ce qui est plus traditionnel. Donc c'est The Edge à Rennes qui fabrique la rampe. Et d'autre part, on a des techniciens qui s'appellent Hermut Lobby, qui sont à la fois musiciens, inventeurs numériques de génie, qui ont créé des applications, des instruments de musique détournés, des contrôleurs MIDI. J'ai accepté la carte blanche parce qu'on m'a justement donné la possibilité de réaliser quelque chose que j'aurais pas pu réaliser dans d'autres contextes. C'est-à-dire profiter des infrastructures, que ce soit Stéréolux, toutes les salles de la région, le VIP à Saint-Nazaire, le Fusion, etc. Pouvoir rencontrer des gens aussi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui travaille un peu dans sa bulle, enfermé dans son studio en permanence. Et là, j'avais vraiment envie de faire un projet en confiant les choses à différentes personnes, en montant une équipe, en ayant vraiment un travail collectif. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit de créer un projet expérimental qui va pouvoir nourrir ma création. Pour le côté égoïste du projet, c'est ça, c'est quelque part, je vais chercher des gens qui vont m'inspirer, qui vont me donner des idées pour la suite. Et puis de l'autre côté aussi, de pouvoir partager ça au public et à tous les publics. C'était aussi le défi de cet objet-là, c'est que ce soit accessible à tous et que n'importe qui vienne avec sa planche de skateboard puisse d'un seul coup remixer la musique que j'aurais composée.
Et donc, si vous voulez tester cette rampe sonore signée Vincile, elle va commencer sa tournée dans les salles de musique actuelles de la région au Fusion, c'est à La Roche-sur-Yon. Ce sera à partir du 27 septembre, mais elle va aussi s'arrêter dans 2 salles de Loire-Atlantique, à Stéréolux où avait lieu la présentation. Ce sera le 29 octobre jusqu'au 1er novembre et ensuite au VIP à Saint-Nazaire du 12 au 20 décembre. Et en marge de cette présentation de la rampe sonore, il y aura tout un tas d'événements évidemment, de mix, de rencontres hip-hop. Ce sera à suivre donc à la rentrée ce nouveau projet de Vincile. Et tout de suite, on va rester connecté. Justement, on parle de Smart City avec nos invités. Nous parlons de Smart City à l'occasion de 2 jours de conférences, de tables rondes, d'ateliers qui auront lieu à l'Air38 demain et après-demain, les 25 et 26 juin. Un événement co-organisé notamment par nos invités, les Bados Associés, l'école de design de Nantes-Atlantique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Petit tour de table, Gaëtan Bourdin, vous êtes le président de l'association des Bados Associés. Voilà, le directeur des Bados Associés. Mais ça voilà, c'est ça. Les Bados Associés, qui est une association qui œuvre dans la coopération territoriale, pour faire simple. Et vous co-organisez donc cet événement avec l'école de design de Nantes-Atlantique, représentée ici par Florent Orsoni, qui est le directeur du Design Lab Ville Durable de l'école du design. C'est exactement ça. Et j'ai le plaisir de diriger également la chaire Environnement Connecté, Banque Populaire Atlantique, l'IPI, à l'école de design. Et ça tombe bien, puisque l'IPI est à côté de vous, en la personne de Julien Lippi, qui dirige l'entreprise Lippi, justement une entreprise de clôture, et qui participe au financement, évidemment, de cette chaire d'environnement connecté. Ce tour de table étant fait, nous vous recevons donc ce soir pour ces 2 jours de table ronde autour de ce sujet. Smart la ville, la vie en mode connecté, point d'interrogation d'ailleurs. On parle de Smart City, on parle de ville durable, on parle de ville connectée, mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept de Smart City, Gaëtan Bourdin? Alors, ce qui est rigolo, c'est quand on dit smart, en fait, générationnellement, il y a des gens qui pensent que c'est classe la ville. Vous savez, il y a des générations où on se dit c'est so smart, c'est pas technologique. Donc là aussi, c'est intéressant parce que tout le monde n'a pas la même. C'est les gens qui ne connaissent pas bien l'anglais, donc smart, c'est quand même intelligent. C'est le côté classe, c'est une génération qui pense ça. L'idée de smart la ville, en fait, c'est pas tant de la technologie qu'une façon de penser autrement la question de la ville, dans une période où on a besoin de la penser autrement pour des questions énergétiques, les enjeux du développement durable, et puis pour les questions de connectivité, c'est-à-dire les nouvelles interactions qu'il y a à l'intérieur de la ville. Ça, c'est 2 enjeux importants et qui posent des questions de modification, on va dire, technique, systémique de la ville, mais aussi la question éthique, philosophique de comment vit-on dans ces environnements dits intelligents. Est-ce qu'on a abandonné l'idée que l'homme le soit, donc la ville va l'être? Voilà un petit peu tous les enjeux qu'il y a derrière, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est à la fois une ville numérique, une ville connectée, mais une ville aussi liée au développement durable. Il y a aussi en arrière-plan cette transition écologique-là aussi quand on parle de Smart City. C'est relativement simple. Tout simplement, le bus et les transports en commun qu'on prend tous les jours et dont on a des horaires en temps réel, parfois sur des applications. Eh bien, là, vous avez un exemple parfait de ce qu'est ou de ce que devrait être une Smart City. Donc, c'est déjà effectif. On n'est pas dans un futur délirant. On n'est pas dans la science-fiction, en sachant que voilà, ça part aussi du constat que les villes occupent 2% de la surface du globe, mais abritent plus de 50% de la population mondiale, encore plus en Europe, et qu'elles consomment 75% de l'énergie produite et à l'origine de 80% des émissions de CO2. Donc on voit un petit peu le contexte dans lequel ça se passe. Vous le disiez, c'est pas de la fiction, ça existe déjà. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets de ce qu'est la Smart City au quotidien? Par exemple, comme moi, j'utilise mon appli Nantes dans ma poche pour avoir mes horaires de bus. Exactement. Quand j'utilise ma carte Biclou, des trucs comme ça. Est-ce qu'on est déjà là dans des exemples? Quand les bacheliers ont eu leurs résultats sur des téléphones portables, par exemple, hein, c'est les systèmes... Même ça, Alors, un autre exemple, les lampadaires, qu'on a connus depuis toujours dans l'espace urbain. Nantes, c'est 90 000 points lumineux à Nantes. Et peut-on passer d'un lampadaire qui fait juste on-off avec de la lumière à il devient un terminal numérique et je peux rajouter un écran dessus. Donc là, c'est l'élément technique, on va dire, fonctionnel. Et c'est là où on comprend que l'école de design aussi peut être intéressée par ce genre d'application. C'est aussi voilà, dans ce point-là que vous Il y a des réservoirs d'applications, c'est-à-dire, et c'est tout l'intérêt de la coopération avec l'IPI notamment, c'est qu'on a un objet industriel, mais qui va être soudainement augmenté, qui va avoir de multiples services qui vont être rendus à partir d'un objet. C'est-à-dire, d'un seul coup, une voiture qui peut être connectée, il va y avoir des écrans qui vont indiquer les places de parking en temps réel, donc éviter de tourner 2 heures dans la ville. Donc, il y a vraiment une potentialité de service très intéressant qu'on peut aussi retrouver sur la clôture notamment. On peut imaginer ce que pourrait être une clôture connectée demain. Bah oui, alors qu'est-ce que pourrait être une clôture connectée demain, monsieur Lippi? Alors ça pourrait être tout un tas de choses.
les certitudes qu'on a, si vous voulez, c'est que le monde a évolué. Là où on a participé pendant 50 ans à structurer, organiser l'espace séparé, notre enjeu aujourd'hui, c'est de relier les gens, c'est de trouver des nouvelles fonctionnalités. En fait, le business model d'un industriel classique de vendre des produits, toujours plus de produits, c'est daté, ça ne sert plus à rien et ça n'est pas dans le sens de la ville durable. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est repenser des fonctionnalités nouvelles, repenser des usages nouveaux, plus respectueux, plus tournés vers l'usager. Et en ce sens-là, nous, quand on soutient la chaire environnement connecté, de l'école de design, on va vraiment dans la logique d'accompagner le mouvement de réflexion autour des usages. Parce que, bien sûr, il y a des sujets techniques qui se posent, mais les vrais... pratico-pratiques, comment ça marche, hein. Comme on a vu tout à l'heure avec la rampe connectée de Vincile aussi, il faut évidemment des outils techniques aussi, mais les usages qui sont permis. Les usages avec, parce qu'on peut connecter les clôtures pour qu'elles disent bonjour, pour qu'elles fassent la pluie, le beau temps. Ok, très bien. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça apporte réellement à l'utilisateur et ça sous-tend quelle éthique? Et c'est ça pour nous les enjeux de la... Oui, ça on va bien sûr y revenir. Alors, mais c'est vrai que quand on parle de Smart City, il y a des exemples aussi assez évidents, des villes sorties de terre, que ce soit en Corée ou au Qatar, qui sont conçues dès le départ pour être des Smart Cities, des villes durables, des villes connectées. Nantes, on en est où par rapport à tout ça? Sur une échelle de 1 à 10, on est smart comment à Nantes? Alors d'abord, je ne sais pas s'il faut comparer, parce que je ne sais pas si les horizons qu'ont donné la ville de Songdo, par exemple, en Corée, sont souhaitables en Europe. Je pense qu'on est face à des phénomènes culturels aussi, c'est-à-dire ce qui est acceptable en termes de connectivité ou en termes de programmatif. En Corée, on va avoir une ville où on va être tracé du début à la fin de la journée, par exemple. En Europe, ce fait-là de la ville connectée pose un hiatus, c'est-à-dire pose une question de fond, assez critique d'ailleurs en ce moment. Les expériences menées à Barcelone n'ont pas été simples à cause de ça. Les expériences menées à Nice ne sont pas simples non plus. Oui, les citoyens se rebellent un petit peu. Les citoyens se rebellent. Et à Nantes, on a une collectivité qui s'est posé cette question-là en disant on va partir des gens. On ne va pas partir des potentialités techniques et technologiques. On va partir des besoins d'usage et des libertés aussi, de notre façon de vivre. Et ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que c'est mesurable en disant on est avancé, on n'est pas avancé? Je ne suis pas sûr que ce soit une course de vitesse, voire même que ça pourrait être très dangereux d'être une course de vitesse. Ce qui était dit tout à l'heure, c'est que finalement, on ne sait pas bien où tout ça va nous emmener. Donc on a sans doute intérêt à y aller de façon régulière, mais pesée et contrôlée. Et encadrée. Voilà, parce qu'on peut très vite se créer notre propre prison dans laquelle les libertés individuelles peuvent être vraiment en danger. On sait qu'il y a un engouement énorme sur ce sujet, et puis on voit que les villes asiatiques veulent y rentrer, et je crois qu'il peut y avoir aussi une Smart City à la nantaise, c'est-à-dire un modèle français à défendre, assez intéressant. Donc il ne faut pas rentrer dans le piège, et je crois que c'est ce qu'on peut défendre aussi à travers ce genre d'événement, c'est de se mettre autour d'une table pour définir quelque chose de spécial. Il n'y a pas une Smart City, il y a vraiment, suivant des spécificités locales, des choses à mettre en place. Parce que autour de la table, justement, il y aura aussi des représentants, des collectivités, des citoyens, des experts et des entreprises, puisque les entreprises aussi jouent le jeu. Je voulais vous proposer de revoir un reportage qu'on avait tourné en décembre 2014. C'est l'entreprise ERDF qui propose maintenant aussi des compteurs connectés. On va voir cet exemple, on en reparle juste après. D'ici 2021, ces compteurs si familiers auront disparu de nos logements, mis au rebut. Et c'est en partie à cause de Jean-Marc Ayrault. Alors Premier ministre, il y a 1 an et demi, il avait décidé de soutenir la modernisation du réseau de distribution d'électricité géré par ERDF. Un chantier titanesque, même à l'échelle des Pays de la Loire. On va changer 2 millions de compteurs sur 6 ans. On a d'abord un plan qui doit monter en charge. Donc on va démarrer la première année, on en changera à peu près 120 000. Et ensuite, on va passer sur 3 années où on sera à 500 000 compteurs par an. 500 000 compteurs par an, c'est 2 000 compteurs par jour qui seront remplacés quotidiennement sur les Pays de Loire pendant 3 ans de suite. Principal avantage de ces nouveaux compteurs, ils enverront en permanence des informations sur la consommation électrique des foyers. ERDF pourra ainsi optimiser la distribution d'énergie et en se connectant à Internet, chaque client saura précisément ce qu'il consomme. Vous aurez un affichage numérique de votre consommation, donc en kilowattheure comme sur les générations précédentes. Mais l'intérêt principal, ça reste surtout de pouvoir avoir accès à un graphique qui sera un peu plus parlant sur notre consommation propre avec des barres graphes ou des graphiques vraiment représentant nos pics de consommation. Bon là on se dit c'est tout bénef, voilà. Les entreprises y gagnent, les consommateurs également qui peuvent vérifier, suivre leur consommation. Mais on revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, aussi une ville connectée, c'est une ville sous surveillance.
Ça pourrait, c'est-à-dire qu'on sait exactement, on peut savoir exactement le type de lave-linge à la limite qui peut être utilisé en croisant un certain nombre de données. Donc forcément, il y a cette question de quelles données sont envoyées, où sont-elles envoyées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Facebook, clairement, si vous ne payez pas l'application Facebook, c'est parce que vous êtes le produit. Vous êtes, au contraire, vous devriez être payé pour l'utiliser parce que vous lancez des données qui sont extrêmement importantes. Et qui sont utilisées après par les publicitaires, notamment. Largement utilisé. Moi, je pense qu'il y a un élément, c'est-à-dire qu'on a d'un côté quelque chose qui est intéressant, c'est la capacité à générer de l'énergie, c'est-à-dire à gérer mieux l'énergie, à l'optimiser, c'est un besoin, une nécessité. Est-ce que pour autant, ça justifiera les traçages comportementaux comme Google, c'est-à-dire on trace votre comportement et vous devenez fragile face à ça, parce que le niveau d'analyse qu'on peut avoir avec ça fait que vous devenez manipulable. Et là, ça pose une vraie question de fond. Comment le citoyen est préparé à vivre ça ? C'est-à-dire, est-il bien d'accord avec ça ? A-t-il conscience de ce qu'il passe ? Et quels sont ses moyens de borner, de poser des limites vis-à-vis de ça ? Par contre, à l'inverse, il est dangereux aussi de créer une espèce de fantasme paranoïaque où tout serait mauvais. Donc c'est assez complexe, c'est-à-dire que c'est pas tout bien ou tout mal. La question, elle est la nuance. Et on est bien, dans la Smart City, on est dans l'enjeu de la complexité. C'est-à-dire, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir avec ça. Et on voit bien que les entreprises aussi ont intérêt à quand même à prendre le train en marche, là, le train de la Smart City. Vous allez inviter des entreprises aussi pendant ces 2 jours. Il y aura Engie, il y aura Bouygues, il y aura Veolia. C'est quoi l'intérêt aussi pour une entreprise de se pencher sur cette réflexion de Smart City et puis sur cette complexité, comme on l'a dit aussi, de la gestion des données? C'est-à-dire que la ville sera smart, quoi qu'il arrive. On n'a pas le choix. C'est un mouvement qui est enclenché. Le sujet pour nous, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux et de traiter correctement ces aspects éthiques et ces aspects pratiques. Qu'est-ce que l'utilisateur est prêt à accepter? Qu'est-ce qu'il est prêt à donner en contrepartie des services qu'il va recevoir? Et le sujet n'est pas simple. Il n'est pas simple d'un point de vue individuel. Il n'est pas simple d'un point de vue de la société. Et donc, c'est vraiment là le travail de design qui nous intéresse, d'aller au plus juste de l'usage et au plus sûr d'un point de vue personnel et collectif. Et je citerai également la Banque Populaire Atlantique qui soutient aussi la chaire environnement connecté. Et il y a des enjeux phénoménaux au niveau de la banque. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça va devenir ces espaces de services bancaires où j'ai ma banque en ligne? Aujourd'hui, tout le monde fait sa banque en ligne. Donc, il y a des enjeux cruciaux qui sont posés, des métiers qui vont changer. Et comment on fait d'ailleurs pour mesurer cette acceptabilité des citoyens? Est-ce qu'ils ont conscience de tous ces usages justement qui sont faits de leurs données? Avec des tables rondes comme celle-là, on a envie de se dire que tout le monde y participe, que tout le monde sache quels sont les enjeux. Mais on voit bien que c'est des questions complexes, des termes complexes. Comment on fait pour mobiliser, là en l'occurrence les Nantais, sur ces questions-là? Je pense qu'il y a 2 choses intéressantes, c'est que les entreprises ont compris que si elles ne faisaient pas de pédagogie sur le sujet, ça n'avançait pas. Moi, j'ai été très étonné par voir les industriels dire aujourd'hui, vendre, c'est faire 70% de pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer ces nouveaux dispositifs. Pourquoi? Parce que dans ces principes-là, le client, l'utilisateur final, doit être actif. Il n'est plus passif, il doit être actif. Donc si lui n'est pas préparé, il ne peut pas s'intégrer. Alors maintenant, il pourrait être actif et conditionné, ou actif et avoir une zone de liberté dans son expression. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas mesurer aujourd'hui. On ne sait pas exactement où sont les frontières. Est-ce qu'il faut conduire, piloter, imposer un compteur électrique, un dispositif connecté dans une rue en termes de sécurité? Qu'est-ce qui est discutable avec le citoyen? Qu'est-ce qui est négociable? Ça, c'est des questions de fond qui vont être abordées lors de cet événement. Donc on va poser la question à des acteurs sur est-ce que ça donne réellement la capacité aux habitants à produire plus de services et à gagner en autonomie? Mais une question fondamentale, c'est la question de la gouvernance. C'est-à-dire ça modifie profondément les modes de gouvernance servicielle, de territoire, sur la question des déchets, sur des questions très simples. Ça modifie, et c'est pas simple du tout, parce que c'est pas parce qu'on a dit on va coopérer qu'on coopère. Oui, ça ne se décrète pas. Après, on sait que c'est une question complexe. On l'a vu aussi avec le débat sur la Loire. Par exemple, dans un autre domaine, c'est assez compliqué de créer du débat et de la gouvernance participative. Si je peux me permettre, la question de la vitesse avec les Smart Cities sont passionnantes parce qu'elles nous permettent d'accélérer. Est-ce que c'est une bonne idée de tout accélérer? C'est pas obligatoirement sûr. C'est pas parce qu'il y a un potentiel qu'il faut l'utiliser complètement. La question de l'imprégnation... Comme c'est pas forcément une bonne idée de connecter tous les lampadaires, qui sont peut-être juste aussi des lampadaires, et qu'on ne soit pas sollicité en permanence. C'est vrai que ça pose une question, et notamment en termes de design,
c'est-à-dire qu'il faut quand même montrer les choses, c'est-à-dire donner à voir un petit peu tout ça, faire en sorte que le citoyen soit vraiment acteur, créer de nouveaux services, de nouvelles capacités aussi de toucher, de voir vraiment ce qui est fait. Aujourd'hui, on fait des petits capteurs invisibles, tout ça, donc est-ce souhaitable? Est-ce qu'on va vers une miniaturisation absolue? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc nous, ça nous pose énormément de questions en termes de design et en termes de métier pour nos jeunes. Évidemment. Il y aura d'ailleurs une exposition aussi dans le cadre de ces 2 jours pour montrer le travail de ces apprentis designers de l'école aussi et les applications qui sont en train de développer. Des applications qui sont en train de développer, qui sont testées, prototypées. On a eu la chance de pouvoir installer aussi un certain nombre de capteurs, de développer un certain nombre de petites applications. Il y a des démonstrations qui vont être faites, donc qui nous permettront de vraiment toucher du doigt un peu ces questions d'environnement connecté. Parce que, encore une fois, l'idée est de montrer, et c'est tout l'intérêt aussi de travailler avec R38 sur cet événement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer, essayer en temps réel et toucher ces objets, toucher du doigt cette ville connectée. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va donner le rendez-vous pour ceux qui sont encore intéressés, puisqu'il est encore temps de s'inscrire, il reste des places demain et après-demain. Ça se passe sur le site R38, comme vous l'avez dit, c'est le lieu qu'occupent les badauds associés, c'est 38 boulevard Gustave Roch sur l'île de Nantes. L'accès est libre, il faut réserver sur Eventbrite, vous retrouverez toutes les infos évidemment sur la page de R38 il également. Il reste 10 places pour demain. Voilà, donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde et un petit peu plus pour vendredi, ce sont pour ces 2 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à dessiner les contours de cette Smart City. Et tout de suite, on va partir faire une balade en famille. Vous connaissez bien sûr Delphine de kidiclick.fr, nous inviter, je ne sais pas, mais elle vient régulièrement sur ce plateau pour nous donner des idées de sorties en famille. Et puis parfois on fait l'inverse, c'est nous qui la suivons lors de sorties en famille avec ce qu'on appelle des Kiddy reportages. C'est des vraies sorties testées avec des vrais enfants à l'intérieur pour voir si ça marche. Et cette fois, Delphine, elle a choisi de nous emmener à Châteaubriand. C'est pour un 2 en 1. D'un côté, on va avoir la visite du château pour se replonger dans l'époque médiévale, avec aussi toujours des vrais enfants. Et après, l'expo du moment, c'est l'Égypte des pharaons qu'on peut voir en ce moment au château de Châteaubriand et les enfants l'ont testé également. C'est le Kiddy reportage du jour au château de Châteaubriand et c'est signé Éric Egon, ça démarre tout de suite. Cet après-midi, avec les Kiddy Reporters, on est au château de Châteaubriand, à 1 heure de Nantes, et on est venu visiter ce château qui vraisemblablement couvre 10 siècles d'histoire et qui fait partie du grand patrimoine de Loire-Atlantique. Et puis c'est aussi une visite qui est labellisée Oh là là, quelle aventure, donc idéale pour les familles. Qu'est-ce qu'on trouve dans un château au Moyen-Âge? Alors, des chevaliers. On trouve des chevaliers. On trouve quoi d'autre? Oui. Alors, des rois. Est-ce que tu penses qu'ici, il y avait un roi? Une fois que les ennemis avaient réussi à passer les douves, il fallait encore qu'ils passent la herse. Ils étaient bloqués derrière la herse. Les chevaliers qui arrivaient. Et à votre avis, elle était où la herse là? Elle était juste là. Elle était là et là. Elle faisait partie là. Dépêchez-vous, il y a de la chance. On a un papillon. Devine quel âge il a, ce marronnier là, qui est juste là-bas. 400 ans. Non, pas autant quand même. Ouais, dans les 100 à peu près. 150 ans. 180 ans. Ouais, et un jour, je finirai couper une bûche et faire un petit système avec un coup de plat comme ça et un peu creux. Et après, je mettrai un bol en dessous et après, la sève est cool. Donc ici on conservait tout ce qu'on mangeait, donc pas de tomates et pas de pommes de terre. Mais par contre on mettait beaucoup de vin. Pour information, c'est quand même assez intéressant à savoir, la consommation quotidienne par jour, par personne des personnes au Moyen-Âge, donc s'élevait à peu près à 2 litres. C'est en comptant femmes et enfants. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une église ou dans un château, c'est tout blanc, il n'y a pas de couleur, rien du tout. Au Moyen-Âge, c'était pas du tout comme ça. Au Moyen-Âge, il y avait des couleurs partout. Des couleurs rouges, du bleu, du vert, du jaune, de tout, plein de couleurs. Parce que si on mettait pas de couleurs, ça voulait dire qu'on n'était pas assez riche pour en mettre.
ça s'appelle déjà là ces trous qu'on a ici? Des machines. Ah voilà. Et on jetait quoi déjà par les machines? Des pierres. Des quoi pierres, d'autre? du sable mouvant et... Du sable mouvant? Non, Du sable bouillant. Voilà. Et Et les pots de chambre. Et voilà, les choses dégoûtantes. Voilà, exactement. Là, vous avez une très très bonne mémoire. On est en quelle année là déjà? en 2015. 2015. Et ben, vous savez jusqu'à quand ça remonte l'Égypte? C'était en moins 3000. Donc ça fait 5000 ans. Imaginez 5000 ans que c'est l'Égypte un peu. C'est la baignoire de la momie. On va essayer. C'est une femme qui avait 40 ans quand elle est morte. Et elle date de moins 400 avant Jésus-Christ. Donc elle a 2400 ans. Donc testé et approuvé par l'Equity Reporter, le château de Châteaubriand. Pour l'expo et pour toutes les infos sur les tarifs, les horaires, vous allez sur le site de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. La plupart du temps, c'est gratuit, alors profitez-en. Bonne soirée, et à très bientôt.